Nous accueillons l'invité du jour. L'invité du jour, c'est vous, Luc Châtel. Vous êtes ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. Hubert Vertas. Avant de parler de votre secteur et de l'école, on va consacrer 1 heure à l'école. Mais il y a l'actualité. Vous avez entendu tout à l'heure ce que je disais dans ce billet. J'imagine que si je vous demande de commenter l'affaire Bazir, l'affaire Gobert, vous allez me dire c'est la justice. Donc on va laisser faire la justice. Donc n'allons pas plus loin, c'est ça ? Vous imaginez bien. Bon, alors, en revanche, ces intermédiaires, est-ce que vous les connaissiez, vous ? Non. Personnellement, je ne connais pas ces personnes. Est-ce que ça vous choque que des intermédiaires que vous ne connaissiez pas, vous, ministre, aient, semble-t-il, une telle importance dans la République ? Vous savez, on ne peut pas connaître tout le fonctionnement de l'État dans chacun des domaines d'attribution des différents ministères. Il y a manifestement une tradition où, dans certains secteurs, il y a un certain nombre d'intermédiaires qui existent. C'est ainsi, je ne porte pas de jugement. Mais que tout se mélange, qu'on ne sache plus qui fait quoi, qu'on aille en vacances chez l'intermédiaire. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts, là, quelque part ? C'est ce que certains, j'ai entendu des commentaires qui le disaient. Écoutez, ce gouvernement est le premier à avoir pris un certain nombre de mesures pour lutter contre les conflits d'intérêts. D'abord en travaillant avec le Parlement sur le statut, et le Parlement réfléchit aujourd'hui à ce que adopter un certain nombre de dispositions concernant les parlementaires. Les ministres font aujourd'hui une déclaration d'intérêt auprès du Premier ministre. Donc c'est quelque chose qui est vraiment surveillé, c'est nouveau, et je pense que c'est une bonne chose. Donc ça n'a pas encore porté ses fruits. Vous pensez que si on sépare clairement l'officiel et le reste, on n'aura plus ce genre d'affaires qui est quand même troublant. Nous sommes dans un monde qui exige aujourd'hui toujours plus de transparence. Ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui les hommes politiques sont sans doute ceux, n'ont jamais été aussi transparents. Deux sont ceux qui s'imposent un certain nombre de règles, et c'est normal, qui n'existent pas pour beaucoup d'autres professions, mais je crois qu'il ne faut pas le regretter. On fait de la politique par passion, on fait de la politique parce qu'on aime son pays et parce qu'on a envie de défendre des idées. Simplement, juste une chose, ce sont des événements qui remontent à 17 ou 18 ans. Le monde a changé avec depuis. des échos en 2002, puis la présence de ces fameux intermédiaires jusqu'à ces derniers mois. Monsieur Djouri, on ne l'a pas inventé, il a fait la une il y a 2 semaines. Voilà, écoutez, je ne connais pas ce monsieur Djouri. Voilà. Bon, maintenant vous le connaissez. Comme de nous. nom. Voilà, de nom. Alors, on va revenir maintenant à l'école. Vous êtes ici, vous êtes le ministre de l'Éducation nationale. Dans le Parisien du 31 août, vous répondiez à une interview, vous rencontriez les lecteurs, et l'un des lecteurs vous disait « J'ai inscrit mes enfants dans le privé parce que là, il n'y a pas de grève. » Eh bien, ça y est, nous y sommes. La prochaine grève du 27, le privé en fait partie. Qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est vraiment... Il y a un vrai gros problème. D'abord, j'aurais dû répondre, je ne l'ai pas fait par courtoisie, mais j'aurais dû répondre à ce lecteur du Parisien que même dans le privé, il y a des grèves. Et les syndicats des enseignants du privé sont d'ailleurs les mêmes syndicats, appartiennent aux mêmes centrales syndicales que ceux du public, et donc régulièrement font appel à des mobilisations et à des mouvements de mobilisation, de manifestation. Moins, enfin disons moins, semble-t-il quand même. Peut-être moins. Ce que disait cette personne... Moi, je n'ai pas apprécié le pourquoi et le comment de telle ou telle mobilisation. Vous savez, nous sommes dans une démocratie sociale, chacun doit s'exprimer. Je porte une politique. Je pense qu'on a le temps ce matin de parler de cette politique de fond qui est importante pour l'avenir du pays. À chacun de se positionner par rapport à cela. Je vois beaucoup les organisations syndicales. Je les reçois, j'y passe beaucoup de temps. Hier, aujourd'hui, après cette rentrée, j'ai pensé que c'était utile à nouveau de faire un tour d'horizon des différentes organisations syndicales. Ensuite, chacun se positionne par rapport à ses convictions. Il ne m'a pas échappé non plus qu'il y avait des élections professionnelles qui se déroulaient à la mi-octobre. C'est ça que vous vouliez dire quand vous avez dit je vous comprends. C'est-à-dire vous comprenez cette raison, c'est les élections, ou bien vous comprenez les revendications? Non, mais je comprends que chacun... Vous savez, nous sommes encore une fois dans une démocratie sociale que je souhaite apaiser. Donc je porte une politique, je discute beaucoup avec les organisations syndicales, mes collaborateurs les rencontrent beaucoup, je demande à tous les acteurs de l'éducation nationale au niveau décentralisé de le faire, les recteurs et autres. Maintenant, il y a un moment où vous adhérez ou vous adhérez pas. J'ai montré depuis
2 ans et demi que je suis ministre de l'Éducation nationale, qu'à certains moments, des organisations syndicales pouvaient m'accompagner. Je pense à la réforme du lycée, où nous avons obtenu une majorité au Conseil supérieur de l'éducation. Et puis, à d'autres moments, il ne m'a pas échappé que les organisations syndicales n'étaient pas particulièrement favorables au non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Mais c'est la démocratie sociale, il faut la laisser s'exprimer. On va parler de ce non-remplacement, bien entendu. Mais parlons d'abord des performances de notre système éducatif. Monsieur le ministre, un certain nombre de clignotants sont au rouge. Les résultats des jeunes Français au PISA sont en baisse constante. En compréhension d'un texte, nous sommes juste dans la moyenne, 21e sur 65 pays participants. En mathématiques, où nous faisions partie des bons élèves, nous sommes tombés à la 22e place. Je rappelle que près du quart des écoliers quittent le primaire dans ce pays sans savoir ni lire ni écrire, que 140 000 jeunes sortent du système scolaire sans aucune qualification. Résultat, l'école qui était perçue par nos concitoyens comme une institution qui fonctionnait plutôt bien, elle est dorénavant décrite comme fonctionnant mal par 2 Français sur 3, 64% selon l'Ipsos. Alors, c'est la première fois que l'école subit un tel désaveu, commente l'historien Philippe Joutard. Est-ce que vous, en tant que ministre de l'Éducation, cette sévérité vous semble justifiée ? Alors, je pourrais reprendre dans le détail chacune de vos affirmations, mais je pense qu'elles permettent de poser le débat. Je suis le premier à décrire objectivement les choses. Et malheureusement, ce phénomène n'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'il illustre une dégradation que nous avons connue depuis une quinzaine d'années. Puisque nous sommes sur France Culture et que nous avons un peu de temps, ça va me permettre d'expliquer la situation. Notre école est en pleine mutation. Elle est en train de connaître sans doute sa 3e grande révolution en 120 ans. L'école moderne a connu une première révolution à la fin du 19e siècle avec Jules Ferry, l'école laïque, gratuite, obligatoire, qui reste un moment phare de notre histoire et qui est intimement lié à l'histoire de la République. Ce qu'on oublie, c'est que pendant longtemps, presque un siècle, cette école-là, elle est restée l'école de quelques-uns. Et qu'au-delà du certificat d'études, elle était réservée à une élite. Et la massification n'a pas commencé hier. Et non, justement, j'y viens. Et c'est la 2e grande révolution qui est intervenue au milieu des années 70 et qui a duré une quinzaine d'années. C'est d'ailleurs intéressant parce que sur un sujet aussi débattu, voire polémique que l'école, la droite et la gauche se sont entendus sur cette massification. Puisque c'est René Haby, ministre de Giscard d'Estaing, qui met en place le collège unique. Et c'est ensuite les gouvernements socialistes qui se fixent comme objectif 80% d'une classe d'âge au bac. Donc nous avons eu cette 2e étape qui est majeure, où en 20 ans, on est passé de 20% d'une classe d'âge à 71% aujourd'hui. 100% d'une classe d'âge au collège. Donc cette massification est réussie. On a oublié une chose, c'est qu'on ne peut pas travailler dans la classe de la même manière quand vous avez 20% d'une classe d'âge et quand vous avez 70%. Et on a oublié de changer en profondeur le fonctionnement de l'école, dans la classe, mais aussi dans son organisation. On travaille trop aujourd'hui de la même façon qu'il y a 25 ans. Et donc, nous devons aborder la 3e grande révolution, celle que je pilote aujourd'hui, qui est celle de la personnalisation. Une solution pour chacun. Vous avez décrit une situation qui est réelle. C'est-à-dire que malgré les moyens que nous avons consacrés, je rappelle que depuis 1980, le budget par élève a augmenté de 80%. 80% en euros constants. Et malgré ces moyens, nous n'avons pas obtenu les résultats attendus des parents d'élèves, bien entendu, et puis de l'ensemble de nos concitoyens. Mais ce sentiment d'une dégradation, il est assez récent. Le public n'avait pas, si on avait fait le même sondage, on n'aurait pas eu 64%. Or, il semble bel et bien correspondre au moment où on a commencé à diminuer ces fameux moyens. Et on arrive là à la question qui vous oppose en permanence au syndicat. Il vous parle en permanence de cette réduction d'un enseignant sur 2. Très clairement, est-ce que on n'est pas arrivé à l'os pour des raisons, pour ainsi dire, idéologiques, à savoir de vouloir appliquer la fameuse règle partout et de la même manière? Alors, je vais y revenir sur le 1 sur 2, c'est très important qu'on ait le temps d'en parler. Juste un mot, le temps de l'école est un temps long. Et il est très différent du temps politique. C'est ça qui est d'ailleurs difficile quand on est ministre de l'Éducation nationale. Il se trouve que je viens de faire ma 3e rentrée. Mais il y a peu de ministres de l'Éducation nationale. Ce n'est pas un record, non, mais il y a peu de ministres de l'Éducation nationale qui ont eu l'occasion de faire 3 rentrées. Or, une politique éducative, il faut savoir qu'un enfant va à l'école en moyenne 15 ans. Une politique éducative, elle se juge sur le long terme, c'est-à-dire 10 ou 15 ans. Les enfants qui seront les bénéficiaires des réformes que nous avons engagées en 2008. Je pense à la réforme du primaire de Xavier Darcos, recentrée sur les fondamentaux, pour en reparler. Eh bien, ils seront évalués par l'enquête PISA que vous citiez tout à l'heure en 2018. Donc, on voit bien que la photographie de l'état de l'école d'aujourd'hui est la conséquence de décisions qui ont été prises au milieu des années 90. C'est la faute aux socialistes? Je ne dis pas c'est la faute aux socialistes parce que, revenons à la question des
des moyens. Depuis 25 ans, la seule réponse de tous les gouvernements successifs, de gauche comme de droite, ça a été des moyens, toujours des moyens, toujours plus de moyens. Voilà. Est-ce que cette réponse a été la bonne? Mais vous avez rappelé tout à l'heure les résultats de ce système éducatif. Comment se fait-il que nous dépensions plus que la moyenne des pays développés dans notre système éducatif et que nous ayons de moins bons résultats que des pays qui ont fait le choix de moderniser leur système éducatif, de l'adapter aux défis d'aujourd'hui? Ça doit nous interpeller. Sur la question des moyens et de leur augmentation, on y reviendra tout à l'heure parce que je ne suis pas complètement d'accord avec vous et je citerai les chiffres de la dernière étude OCDE. Hubert Vertas. Oui, le fait qu'il n'y ait pas de connexion absolue sur les moyens, pardon d'y revenir, on va continuer ensuite la suite de notre propos, le fait qu'il n'y ait pas de connexion absolue, comme vous dites, implique-t-il qu'il y ait la déconnexion que vous mettez en avant? Est-ce que oui ou non, le fait de réduire les effectifs n'aboutit pas à un moment donné à des problèmes? La réponse, elle est presque oui, vous le savez bien, il y a des problèmes et nous sommes à l'os. Sauf, nous sommes à l'os, c'est vous qui le dites. Moi, il n'y a pas que moi, non, je le répète. Non, moi. mais j'observe qu'en cette rentrée 2011, nous avons 35 000 professeurs de plus qu'il y en avait au début des années 90 dans le système éducatif, alors qu'il y a 500 000 élèves de moins. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on a un problème de quantité? Est-ce qu'on a un problème de moyens? Je ne cherche pas à être provocateur en vous disant non. Si les moyens, c'était la solution, mais on serait les champions du monde dans le domaine de l'éducation nationale. Pendant 25 ans, on n'a fait que ça. Créer des postes, augmenter les budgets d'éducation nationale. Et je vais vous dire une chose, cette politique a fait en sorte que, au total, elle a masqué la vérité. C'est-à-dire que comme nous avions des marges de manœuvre dans les moyens, nous n'avons pas changé suffisamment nos pratiques pédagogiques et nous n'avons pas revu l'organisation de l'école, la gouvernance. Est-il normal qu'aujourd'hui, on pilote une école primaire comme du temps de Jules Ferry? C'est absurde, c'est aberrant. Est-ce que le collège peut continuer à fonctionner aujourd'hui alors qu'il y a 6 ans, on a voté une loi qui s'appelle le socle commun de connaissances et de compétences qui prévoit une acquisition progressive des compétences tout au long de la scolarité obligatoire? Ça interpelle. Ça veut dire qu'on n'a pas vu le monde qui changeait autour de nous et nous sommes restés dans une organisation qui date du 19e siècle. Est-ce qu'on va sortir de ce dialogue de sourds? Parce que je vous entends et on entend vos propos, on les entend souvent. On entend également ceux des syndicats qui vous disent « vous nous réduisez les moyens », vous répondez « les moyens ne sont pas tout » et vous expliquez comme vous venez de le faire. Bien. Est-ce qu'il y a un moyen de sortir de cette confrontation? Est-ce qu'il y a une possibilité? Autrement dit, est-ce que pour un avenir court, on va sortir de cette application mécanique qui fait qu'à l'école aussi, comme dans la police, dans la justice, etc., c'est qu'on ne veut pas voir qu'il y aurait peut-être ici des priorités, autant dire mettre des bémols ici, des dièses par là, ou bien est-ce qu'on va rester, et jusqu'à quand, sur ce dialogue de sourds? Mais d'abord, excusez-moi de vous dire, c'est un bon débat. Moi, je me réjouis. Oui, mais il faut qu'il avance pour qu'il soit bon. Je pense qu'il avance et que les lignes bougent. Écoutez, je trouve que je m'intéresse un peu à la politique et que j'ai regardé l'autre jour le débat du Parti socialiste sur les primaires. Eh bien, quand je dis qu'il avance, j'ai noté que les différents candidats à la primaire socialiste n'ont pas exactement le même avis sur ce sujet. Et quand vous entendez des responsables politiques de la majorité et de l'opposition, vous apercevez que les lignes ont bougé sur cette question. Donc c'est un bon débat, la question des moyens. Ensuite, nous sommes dans un environnement que vous connaissez. L'école, elle ne vit pas dans une tour d'ivoire, elle n'est pas seule au monde. Elle prépare des jeunes à s'insérer dans un monde qui est ouvert et qui connaît des difficultés aujourd'hui. Et les cacher, les nier, ce serait irresponsable de la part des dirigeants de l'école. Je rappelle simplement une chose, c'est qu'aujourd'hui, dans beaucoup de grands pays développés, on baisse le salaire des enseignants, on licencie des enseignants. Aujourd'hui, que faisons-nous en France? Vous imaginez baisser le salaire des enseignants français? Non, mais puisque nous avons fait... Il fait partie quand même des salaires les plus bas d'Europe. On va y venir. Les enseignants vous sont avez raison. Très mal Je payés. décris une situation pour bien montrer que la situation de la France n'est pas celle de certains de nos pays voisins. Quand vous regardez qu'aujourd'hui, vous avez des pays qui baissent la rémunération de leurs fonctionnaires, compte tenu de la situation de leurs finances publiques. Des pays qui demandent à leurs fonctionnaires, pour la même somme, de travailler davantage. Nous, que faisons-nous? Oui, nous ne remplaçons pas la moitié des fonctionnaires qui passent en retraite, mais à l'éducation nationale, cette année, je recrute 17 000 personnes.
C'est-à-dire que le premier employeur de la nation, l'éducation nationale, reste le premier employeur de l'État. Nous recrutons 17 000 personnes. Deuxièmement, il y a un an, nous avons augmenté les fonctionnaires, nos professeurs, en début de carrière, de 10%. C'est-à-dire qu'un professeur certifié, il gagne aujourd'hui 150 € net par mois de plus qu'il y a 2 ans. Un professeur agrégé, il gagne 250 € net par mois de plus qu'il y a 2 ans. Donc, moi, j'entends beaucoup de critiques sur cette politique du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Elle nous permet de mener cette politique de redistribution vis-à-vis des salaires pour les enseignants. Et puis, nous la menons, cette politique, avec discernement. C'est-à-dire qu'on ne taille pas à la hache partout. Vous avez des priorités, eh bien, nous augmentons les budgets de ces priorités. Je vous prends un exemple très concret. Depuis 2005, nous avons fait de l'accueil des enfants handicapés à l'école, en milieu ordinaire, une priorité. Et nous avons augmenté leur nombre de 60% en 6 ans. Ils sont aujourd'hui 213 000 en cette rentrée. Eh bien, que faisons-nous ? Chaque année, nous ouvrons des classes supplémentaires, 72 cette année. Nous avons augmenté le budget d'accueil des enfants handicapés de 13%, avec des emplois aidés, oui, mais que nous formons de plus en plus. Et en cette rentrée, nous avons créé 2000 assistants de scolarisation sur un nouveau statut avec un objectif de personnel qui soit davantage qualifié. Notre invité aujourd'hui, c'est Luc Chatel, le ministre de l'Éducation nationale. Alors, Luc Chatel, les enseignants français paient leurs vacances qui sont plus longues qu'ailleurs par des salaires qui sont également plus médiocres. D'après l'OCDE, c'est un rapport tout récent, ce n'est qu'au bout de 30 ans de carrière que le salaire statutaire d'un professeur en France rattrape celui de la moyenne de ses confrères de l'OCDE. Alors, difficile dans ces conditions de négocier avec les syndicats la réforme des rythmes scolaires. Or, vous le reconnaissez vous-même et tous les parents en sont parfaitement conscients, la scolarité étalée sur 8 demi-journées par semaine, ce n'est pas adapté. Les parents se plaignent aussi que les vacances sont beaucoup trop longues, que les enfants sont laissés en déshérence pendant 3 mois. Ce n'est plus supportable. Alors comment arriver à intéresser les enseignants à cette renégociation des rythmes scolaires si on n'augmente pas leur traitement ? Alors, d'abord, 2 remarques sur la question du salaire des enseignants. Dans l'étude de l'OCDE, moi, je regrette une chose, c'est que toutes les parties de la rémunération ne soient pas prises en compte. Je m'explique. Les enseignants français disposent d'un régime indemnitaire qui est équivalent à environ 6% de leur rémunération en moyenne. Et il faut savoir qu'un professeur fait en moyenne 1,3 heures supplémentaires, ce qui fait qu'au total, par rapport au salaire de base, ça fait une rémunération qui est de 13 à 14% un certifié supérieur. Un certifié commence à quel salaire en France ? Il commence à 1 700 € net. Net ? Voilà. Oui, 1 700 € net. Bon, je crains que nos boîtes mail ne non, bougent nous beaucoup. avons. Je rappelais tout à l'heure que nous avons augmenté nos salaires, nos professeurs en début de carrière de 150 € net. Hein, donc on est à 1 700, 1 650 € net. Alors je réponds à votre question indirectement. Hein. Donc d'abord, je regrette que dans l'étude ne soit pas pris en compte l'ensemble de la rémunération, ce qui fait un écart quand même de l'ordre de 13 à 14%. Deuxièmement, nous avons tous fait le constat que les enseignants français n'étaient pas suffisamment payés par rapport à leurs collègues au niveau international, notamment dans les grands pays développés. Et c'est pour cela que nous avons privilégié la qualité. Et donc, dans le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, il y a l'idée de moins d'enseignants mieux rémunérés. Chaque année, nous réaffectons la moitié des économies que nous faisons sur le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 à l'augmentation de la rémunération. Depuis 2007, c'est 1 milliard d'euros qui ont été redistribués aux enseignants. Et je vous citais tout à l'heure l'augmentation de 10% en début de carrière. Depuis 20 ans, à chaque fois, on a fait le choix de la quantité. Et ça s'est fait au détriment du fonctionnement courant et du traitement de nos professeurs. Mais je n'ai pas terminé parce que Brice Conturier m'a posé une question plus large qui touche les rythmes scolaires. Je pense effectivement que les enseignants sont les premiers quelque part victimes d'un système scolaire qui est hérité d'une autre époque, là aussi. Hein. Pourquoi est-ce qu'on a des vacances d'été aussi longues ? Parce que les petits Français rentraient faire la moisson dans leur village. Et ça, c'est héritier il y a encore, je suis élu d'un département rural où il y a encore des moissons, bien sûr, mais les rythmes de vie ont changé. Donc, j'ai voulu que l'école réfléchisse sur son organisation. Nous avons voulu associer un certain nombre d'acteurs, parce que l'école, elle ne vit pas seule au monde, là aussi. Et la Conférence nationale sur les rythmes scolaires m'a remis un certain nombre de propositions au mois de juillet. Ce que j'ai indiqué, c'est que je souhaitais en débattre avec les organisations syndicales et avec les fédérations de parents d'élèves. C'est le travail que j'entame en ce moment.
Et à la suite de cela, nous déciderons sur quel levier nous jouons. Est-ce que nous raccourcissons les vacances? Est-ce que nous étalons mieux dans le temps? C'est vrai que les Français sont les champions du monde du nombre d'heures passées à l'école, concentrées sur un petit nombre de journées de travail. C'est pour ça qu'on a des journées surchargées. C'est vrai que le temps est très long, vous le disiez, à l'école, et que ce n'est pas le même que le temps politique, mais est-ce qu'on ne recommence pas avec cette question des rythmes scolaires? Parce que vous la renvoyez à après les présidentielles. Après les présidentielles, je vous souhaite d'être toujours à votre poste, mais il est légitime qu'on puisse penser qu'il puisse y avoir un nouveau gouvernement, y compris si le président actuel reste le président. Mais donc, est-ce que vous ne renvoyez pas, est-ce qu'on ne botte pas en touche sur une question dont on parle? C'est une question permanente, hein, c'est un marronnier cette affaire. C'est pas une question nouvelle. La vraie différence, c'est que les lignes, là aussi, ont considérablement bougé. Lorsqu'il y a un an, je me suis emparé de ce sujet, on m'a dit ce que vous venez de dire à l'instant, Hubert Huertas, oh là là, c'est un marronnier, tu sais pas où tu mets les pieds, etc. J'ai voulu qu'on mette autour de la table un certain nombre d'acteurs qui, finalement, dont l'organisation des rythmes scolaires a des conséquences sur leur vie quotidienne. Et donc, nous avons travaillé pendant plus d'un an, et j'observe que les lignes ont bougé, et qu'on m'a proposé un certain nombre de propositions qui font, à défaut de faire l'unanimité, en tout cas, il y a des points de convergence. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, le fait de travailler ensemble, de se parler, permet de dégager des grands principes. Donc c'est là-dessus que je vais travailler avec les organisations syndicales. Je n'ai pas dit que je reportais tout après la présidentielle. J'ai dit que s'il y avait des points de convergence lorsque j'aurais reçu les organisations syndicales, eh bien on pourrait annoncer un certain nombre de choses. Simplement, vous savez très bien que les calendriers scolaires, ils sont élaborés 3 ans à l'avance. Donc même si on décidait cet hiver de mesures concernant l'aménagement du calendrier scolaire, ça ne serait pas avant l'année 2013-2014. La rentrée suivante. Oui, le fameux temps long et le fameux décalage, mais il faut faire avec. Pensez-vous que cette question du rythme scolaire et peut-être de cette surcharge ait un rapport quelconque avec cette montée de la violence dont vous entendez parler dès que vous rencontrez des parents d'élèves et cette inquiétude sur ce problème? Ça peut être une explication. Je vais vous faire une confidence. Le ministre de l'Éducation nationale reçoit tous les soirs ce qu'on appelle les signalements, c'est-à-dire qu'il y a des remontées de toutes les académies, et j'ai un message qui m'indique tous les incidents qui sont déroulés dans les établissements scolaires. Eh bien, il faudrait faire des statistiques plus précises et plus fiables. Et ce que je constate, c'est que le nombre de ces signalements augmente quand on approche des périodes de vacances scolaires, c'est-à-dire la 7e ou voire la 8e semaine de travail consécutif. Donc on voit bien que la fatigue, la pression, notamment à cette période de l'année, au début de l'hiver par exemple, le premier trimestre ça va être extrêmement long et donc il est fatigant pour les élèves. Lorsqu'il y a des changements de rythme, changements de saison, eh bien on observe, des tensions dans les établissements scolaires qui sont supérieures. Cette question de la violence scolaire, elle remonte, elle est permanente, elle aussi. On n'est pas parvenu à la sanctuarisation de l'école dans une société qui elle-même devient plus violente. Parmi les objections qui vous sont faites, c'est qu'il y a une tension de plus en plus grande, ou en tout cas grande, mais qu'il y a de moins en moins de surveillants, de pions. Alors, vous savez, c'est la première fois que nous avons là aussi décidé d'aborder ce sujet en face, avec objectivité, et nous avons décidé de traiter le sujet globalement. C'est-à-dire que pour répondre à l'insécurité dans les établissements scolaires, on aurait pu se contenter de dire il faut rajouter des surveillants ou il faut mettre des caméras partout. On avait parlé de policiers dans les écoles, etc. Des états généraux sur la sécurité à l'école, c'était au printemps 2010. Et nous nous sommes entourés d'un conseil scientifique qui nous permet de comparer ce qui se fait au niveau international et qui nous a fait des propositions pour agir dans plusieurs directions en même temps, c'est-à-dire à la fois dans le domaine de la sécurisation des établissements, c'est important, et tous nos collèges et nos lycées ont bénéficié de ce qu'on appelle un diagnostic de sécurité, c'est-à-dire qu'on a regardé établissement par établissement comment on améliorait les flux, les sorties, et comment on sécurisait davantage les élèves. Deuxièmement, ils nous ont proposé d'avancer en matière de formation de nos personnels. Nous avons mis en place un séminaire qui permet à nos chefs d'établissement les plus difficiles de gérer des crises majeures. Ils sont en situation pendant une semaine et ça leur permet d'anticiper des tensions dans leur établissement. Vous savez que maintenant, tous les professeurs stagiaires, c'est-à-dire ceux qui démarrent dans le métier, bénéficient d'un stage à la tenue de classe, d'un module de formation à la tenue de classe, de manière à ce que s'ils sont envoyés dans un établissement difficile et où il faut faire preuve d'une certaine autorité qu'ils n'ont pas toujours au début de leur carrière, certains l'ont mais pas tous, eh bien on leur transmet des cours de judo.
Pardon ? Des cours de judo. Pas des cours de judo, mais plutôt un certain nombre de conseils pour apprendre à tenir sa classe, à faire autorité vis-à-vis des élèves. Nous avons également, et je viens sur la question des moyens, créé des équipes mobiles de sécurité, c'est-à-dire des agents qui sont pour moitié de l'éducation nationale, pour moitié de la police et de la gendarmerie, qui sont déployés dans chaque académie et qui, lorsqu'il y a une situation de crise, sont affectés dans les établissements scolaires. Donc, si vous voulez, il n'y a pas une solution unique clé en main pour répondre à la violence scolaire. Il y a une addition de mesures, mais qui, lorsqu'elles sont coordonnées, peuvent, je pense, permettre d'obtenir des résultats, mais il faut rester très humble dans ce domaine parce que tous les jours, ça, il y a 12 millions d'élèves, il y a 850 000 profs. Statistiquement, vous avez malheureusement des risques de violence comme on en voit tous les jours. Autre sujet, l'assouplissement de la carte scolaire. Il y a eu un premier assouplissement. Quel bilan peut-on en tirer ? Comment surtout arbitrer entre deux principes qui sont également légitimes ? C'est la liberté du choix d'établissement par les parents et puis aussi la mixité sociale qui souvent sont contradictoires. Quelles leçons, par exemple, tirez-vous des expériences étrangères qui ont eu lieu en ce domaine en Europe, par exemple en Grande-Bretagne ? Est-ce que vous pensez qu'en laissant une certaine autonomie pédagogique aux établissements, on permettrait ainsi aux parents de choisir, mon Dieu, l'établissement qui convient le mieux au profil de leur enfant ? Bref, est-ce que vous êtes prêt à aller plus loin dans l'assouplissement de la carte scolaire ? D'abord, je veux dire une chose, je pense que le système que nous connaissions avant 2007 était le pire des systèmes. Plus exactement, quand il a été imaginé dans les années 60, il correspondait à la réalité de l'époque. Nous étions dans un pays en forte croissance démographique et en train de se reconstruire avec notamment la constitution de zones périphériques, de banlieues et autres. Et il fallait garantir cette mixité sociale par l'école. La vérité, c'est que 40 ans après, le système était systématiquement contourné et vous aviez un système à deux vitesses. Par les initiés. Par les initiés. Vous avez un système à deux vitesses. Donc, qu'est-ce que nous avons voulu ? Nous avons voulu, et ce que nous avons fait, nous avons assoupli la carte scolaire. Quand je dis assoupli, c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on entend ici ou là, nous ne l'avons pas supprimée. Il y a aujourd'hui encore une carte scolaire. Simplement, quand je dis assouplir, nous avons autorisé davantage de dérogations. Notamment pour les élèves boursiers, pour les élèves handicapés, pour les questions de fratrie ou autres. Et donc, on a davantage d'élèves qui peuvent ne pas aller forcément dans le collège qui est sur leur zone d'habitation. La vérité, c'est que moi, je défends l'idée que sur le long terme, la liberté est quelque chose de très important. Je fais confiance aux acteurs locaux et je pense qu'il faut qu'on fasse davantage confiance aux professeurs, aux équipes pédagogiques qui sont bien mieux placés que nous pour savoir quelle est la réponse à la situation des élèves qu'ils accueillent dans leur classe. Il faut plus d'autonomie pour les établissements scolaires. Et le jour où nous aurons à la fois plus d'autonomie dans les établissements, où nous aurons des projets pédagogiques qui seront véritablement adaptés aux élèves accueillis dans chaque collège et dans chaque lycée, où nous aurons des indicateurs de réussite et de performance établissement par établissement, alors là, oui, je pense ce moment-là, les parents devront pouvoir choisir leur établissement. Mais c'est le cas en Suède. Vous avez suivi l'exemple suédois. Alors, vous avez un certain nombre de pays où c'est comme ça. Mais comme vous l'avez très bien dit au début de votre propos, ce qui n'est pas facile, c'est qu'il faut concilier cette liberté, qui est la liberté de choix des parents, qui est très importante, la liberté du choix pédagogique pour les professeurs et les équipes éducatives. Et il faut concilier également le fait que chaque élève doit bien aller être accueilli dans un établissement scolaire. On ne se retrouve pas avec des ghettos. Et la mixité sociale qui est un élément essentiel à l'école. Oui, c'est le cœur du problème. Je ne veux pas vous renvoyer un problème d'école, on va dire, un cas d'école et une réflexion d'école. Mais tout de même, cette question de la carte scolaire, le choix des parents, on le connaît d'avance, c'est d'envoyer leurs enfants dans la meilleure école qui soit. Donc, nécessairement, l'abolition de la carte scolaire va conduire le pays à avoir des écoles d'excellence, en quelque sorte, restera à définir l'excellence, que sera cette excellence, et puis ensuite, et on arrivera forcément tout en bas à des établissements ingérables. Mais c'est là où nous ne sommes pas d'accord, c'est que qu'est-ce que c'est la meilleure école pour ces enfants ? C'est pas forcément le lycée Louis-le-Grand à Paris. La meilleure école pour ces enfants, c'est l'école qui correspond à la situation de votre enfant.
C'est-à-dire qui est capable de s'adapter à la diversité, à l'hétérogénéité d'une classe, qui va personnaliser l'enseignement et dont vous savez pertinemment que la situation de votre enfant va être prise en compte. C'est une école qui a un projet pédagogique qui correspond aux désirs, aux aspirations des familles. J'étais à Meaux il y a 2 jours, puisque hier c'était la journée du sport scolaire, et vous savez que c'est à Meaux qu'est née l'expérimentation cours le matin, sport l'après-midi. Et je discutais avec le proviseur et avec les professeurs. Et ils étaient fiers de cette expérimentation. Ils se sont dit, mais attendez, pour nous, pour le lycée, c'est une réponse formidable pour les familles, à certains élèves qui vont trouver, grâce au sport, un épanouissement personnel différent et qui d'ailleurs obtiennent de meilleurs résultats dans les autres disciplines. Eh bien, moi, je défends l'idée que chaque lycée peut avoir un projet pédagogique différent. Et donc, le meilleur lycée, c'est pas le meilleur dans le classement international de Shanghai, hein, je caricature avec les universités, mais c'est celui qui correspond à ce qu'est mon enfant. Et c'est là toute la logique de personnalisation que j'évoquais tout à l'heure. Alors parlons des questions morales. Vous avez fait déjà revenir l'éducation civique au lycée, vous voulez maintenant faire revenir à l'école les cours de morale. Mais vous savez bien, Luc Châtel, que nous vivons dans des sociétés dont les valeurs sont beaucoup plus hétérogènes qu'à l'époque de la Troisième République. Il n'y a plus d'unanimité. Comment donc définir le plus petit dénominateur commun en matière de valeurs morales qui ne soit pas un simple robinet d'eau tiède? Si c'est pour dire à nos enfants que tout le monde devrait être plus gentil et plus tolérant, ça va fâcher votre prédécesseur Luc Ferry, qui est kantien et qui pense que ça, c'est un petit peu éloigné de l'impératif catégorique de Kant. C'est vrai que j'ai beaucoup de points de convergence avec Luc Ferry, que j'aime beaucoup, mais nous ne sommes pas d'accord sur ce sujet. Justement, raison de plus, c'est parce que le monde a changé, c'est parce que les classes sont plus hétérogènes, c'est parce qu'il y a peut-être moins de prise en considération de ces questions par les parents que l'école a un rôle très important à jouer. Vous savez, en 2008, nous avons réformé l'école primaire, nous avons décidé de la recentrer sur les fondamentaux. Je vous dis tout à l'heure, les programmes, les apprentissages, savoir lire, écrire, compter, mettre en place une aide personnalisée de 2 heures pour les élèves qui ont des difficultés en lecture. Ça, ce sont les fondamentaux. Eh bien, nous avons décidé de revenir aux fondamentaux aussi sur les valeurs. Et l'instruction morale, ça fait partie de ces valeurs. L'école, bien sûr, elle est là pour instruire. Elle est là, et c'est un phénomène plus récent, mais ô combien important, pour insérer professionnellement nos jeunes. Mais elle est là pour éduquer, pour préparer des citoyens à être libres, à débattre librement, à en faire des jeunes citoyens éclairés. Eh bien, l'instruction morale, tous les jours, au primaire, ça permet d'apporter ces valeurs qui permettent de devenir des citoyens libres et éclairés. Il y a une partie de l'UMP qui fourmille d'idées, qui est l'aile droite, qui s'appelle la droite populaire. Et parmi le fourmillement d'idées, il y a cette espèce de salut aux armes, on ne sait pas trop si c'est salut au drapeau, ça fait partie de l'instruction civique, ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Comment vous vous situez là? Il y a un débat, tout le monde n'est pas d'accord. J'ai eu l'occasion de m'exprimer hier sur ce sujet. S'il s'agit d'une cérémonie républicaine à l'âge de la majorité ou au moment de la naturalisation qui consiste à rappeler son engagement dans les valeurs de la République, à rendre hommage au drapeau, moi je pense qu'on est dans la continuité effectivement de l'instruction civique et je pense que c'est important de faire partager ces valeurs de la nation. Par contre, c'est plutôt la terminologie qui a été utilisée qui n'était pas forcément la plus adéquate. J'ai entendu Jean-François Copé d'ailleurs indiquer... Vous êtes d'accord avec Jean-François Copé, c'est ce qu'il disait hier? J'ai entendu Jean-François Copé dire qu'il était prêt à discuter du contenu de cette allégeance aux armes qui n'était pas forcément le terme le plus approprié. Voilà. En revanche... ça pourrait faire partie de l'éducation civique dans le principe. Dans le principe, je ne suis pas sûr que ce soit... c'est une proposition de l'UMP qui fait partie, je rappelle quand même, de 29 propositions sur les questions de défense où il y a sans doute des sujets plus stratégiques et plus importants. Mais elle existe, elle sera débattue, validée ou non par notre famille politique. Je ne suis pas sûr qu'elle ait vocation à prendre sa place au sein des établissements scolaires. Voilà. Il y a aussi un autre problème quand on parle des rapports PISA et autres comparaisons internationaux, benchmarking. Ce qui masque en fait le fait que la France reste quand même dans le peloton, dans le domaine des résultats, c'est le grand écart. C'est ce que Baudelot avait appelé le grand écart. Absolument. Qui fait qu'en France, en réalité, on a 10% d'une classe d'âge qui appartient véritablement à l'élite et qui est promise aux grandes écoles et aux grandes carrières, mais on a toujours une queue de peloton de 20% d'élèves qui restent en grande difficulté. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de pratiquer les systèmes scandinaves qui sont plus homogènes, où l'élite est peut-être plus mince, mais où le reste du peloton est groupé? Alors d'abord, l'élite n'est pas plus mince. Si vous regardez en Finlande, par exemple, on n'est pas à 10%, mais on est à 14%.
Et le grand échec de cette... je disais tout à l'heure que la massification, la démocratisation de l'école, il ne fallait pas la regretter, ça avait été une étape nécessaire dans l'histoire de l'école. En même temps, nous n'avons pas réussi à tirer tous les bénéfices de cette démocratisation. Je m'explique. Il y a aujourd'hui à peine plus de diplômés à l'école polytechnique qu'il y en avait au début du XXe siècle. Si vous regardez l'examen d'entrée à Sciences Po, mon ami Richard Descoings me disait récemment, il a diversifié les voies d'accès, les partenariats internationaux, et donc il y a beaucoup plus d'étudiants à Sciences Po qu'il y en avait dans ma génération, où il y a 25 ans. Mais l'examen classique, il y a à peine plus d'étudiants qu'au début des années 80. Et ne parlons pas de l'ENA et alors qu'il y a Polytechnique. 3 fois plus de bacheliers. Donc, si vous voulez, nous avons élargi la base, mais nous n'avons pas utilisé ces ressources, ce vivier supplémentaire, pour élargir notre élite. Donc ça, c'est un vrai sujet. Comment on répond à cela ? Eh bien, on répond justement par la personnalisation des parcours et de l'enseignement. Et c'est ça la révolution qui est en marche. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus faire cours dans la classe aujourd'hui, avec l'hétérogénéité de votre classe, comme il y a 25 ans. Vous n'avez pas 30 élèves qui sont au garde à vous, à attendre que vous leur transmettiez le cours. Vous avez le métier, c'est là où le métier d'enseignant a changé. C'est que le rôle d'un enseignant aujourd'hui, c'est bien sûr d'aller détecter les 4 ou 5 qui ont un gros potentiel. Et moi, je crois à l'école de l'excellence et qui vont aller loin et grâce à l'école de la République. Mais c'est aussi de faire en sorte que les 6 ou 7 qui ont de grandes difficultés, on leur apporte un soutien scolaire. Et ça, la réponse à ça, c'est quoi ? C'est la différenciation. C'est être capable d'avoir un temps scolaire qui permet de s'adapter, qui permet de prendre les élèves par petits groupes et donc d'apporter pour certains un soutien scolaire, pour d'autres des méthodes de travail. Eh bien, c'est tout l'esprit de la réforme du lycée que nous avons mise en place. 2 heures par semaine, dorénavant, sont consacrées à cet accompagnement personnalisé. Est-ce que ça ne nous renvoie pas à la question des effectifs ? Parce que différenciation, quand vous avez 30 élèves, c'est difficile de faire du travail à la carte. Eh bien, justement, dans l'accompagnement personnalisé au lycée, nous avons inclus cet accompagnement dans l'emploi du temps, pour justement, je fais référence à ce que disait Brice Couturier tout à l'heure sur les rythmes scolaires, ne pas alourdir l'emploi du temps des élèves. Ensuite, nous laissons l'autonomie aux établissements scolaires de décider de l'affectation de moyens horaires pour mettre les moyens là où il y a des besoins. C'est-à-dire, en gros, si le chef d'établissement, avec ses professeurs, son conseil pédagogique, pense qu'il faut apporter du soutien scolaire dans telle ou telle discipline, eh bien, il mobilise ses moyens de dédoublement de classe sur ce sujet. Il est mieux placé que moi pour savoir où il faut mettre les moyens. Donc, il a dans à condition qu'ils existent. Oui, mais ces moyens existent parce qu'ils ont été inclus dans l'emploi du temps qui existait dans les lycées. Et donc, cette personnalisation, tout au long de la scolarité, c'est ça la réponse au grand écart que vous citiez de Baudelot. Laurent Wauquiez qui chiffre à 100 milliards le coût de l'embauche de 60 000 enseignants. Vous allez l'envoyer en cours d'arithmétique ? Non, mais écoutez, je n'ai pas vu exactement comment il faisait ces additions. La vérité, c'est que ça coûte très cher, puisque... Ce matin, j'ai vu par exemple dans le Figaro que le démantèlement des centrales nucléaires coûterait 750 milliards. Et là, 100 milliards pour 60 000 fonctionnaires, ils voient grand. Écoutez, vous demanderez à Laurent Wauquiez. Là où Laurent Wauquiez a raison, c'est que oui, l'embauche nouvelle de fonctionnaires de manière générale, et en particulier dans l'éducation nationale, ça, c'est François Hollande, est irresponsable pour nos finances publiques. Aujourd'hui, quand vous voyez que l'ensemble des pays du monde sont mobilisés face à la crise de la dette, à la crise de l'endettement et à la problématique des déficits budgétaires, aller relancer des dépenses publiques, c'est irresponsable. Et puis alors, deuxièmement, c'est tout simplement techniquement impossible. Pourquoi ? Parce que vous apercevez qu'aujourd'hui, nous recrutons environ 14 000 professeurs par an. Voilà. Monsieur Hollande veut d'abord mettre un terme au non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. C'est-à-dire qu'on ne recrutera plus 14, mais 30 000, mettons, professeurs, ou en tout cas 28 000. Et là-dessus, il veut recruter 70 000 supplémentaires. Pour remplacer ceux qui n'y sont plus. À nouveau 14 000 par an. Donc ça veut dire qu'il faudrait recruter plus de 50 000 professeurs, enfin 45 000. Mais il parle de compenser en faisant des économies ailleurs. Non, mais le problème n'est pas là. Les heures c'est supplémentaires, il faut aussi avoir les candidats choix. Et bien former nos professeurs. Ce serait quand même ennuyeux que nous ayons plus de recrutement que de candidats au concours. Que M. Hollande, le président Hollande, s'il devait le devenir, ne trouverait pas ses enseignants. Il y en aurait pas assez. Je pense qu'il ne mettra pas en œuvre cette mesure. Et je pense que donc il ment aux Français. Il est irresponsable. Et je trouve un peu curieux que dans le même débat, il soit capable de dire « je ne serai pas le président qui laissera filer les déficits et la dette », et de l'autre, faire une annonce dans la même émission qui pénalise les finances publiques à ce point. Pour reparler de la question et des d'ailleurs, moyens... aucun des représentants des syndicats de fonctionnaires ne croit à cette mesure.
Pour repartir sur la question des moyens, il est quand même évident quand on lit les rapports au CDE, qui sont donc de bons éléments de comparaison entre notre système et ses performances et celui de nos voisins d'Europe, que les moyens sont assez suffisants, enfin ils sont plus élevés que la moyenne OCDE en ce qui concerne le second degré, mais qui sont très inférieurs à la moyenne OCDE, et ne parlons pas d'une comparaison avec les États-Unis qui serait désastreuse, dans le primaire. Est-ce qu'il n'y a pas des déséquilibres ici à compenser ? Si, il y a des déséquilibres. Simplement, ce phénomène, là encore, n'est pas nouveau. C'est des choix qui ont été, qui sont intervenus depuis une trentaine d'années, qui ont fait qu'on a mobilisé davantage de moyens dans le secondaire, surtout au lycée. Et c'est lié les notamment... lycéens coûtaient plus cher que les étudiants en France, qui était quand même un cas assez rare. Oui, mais on sait très bien à quoi c'est lié. C'est lié à la lourdeur des emplois du temps et notamment à la diversité des options. Donc c'est pour cela que nous avons aujourd'hui un déséquilibre, et je pense que sur le long terme, oui, il faudrait opérer un rééquilibrage. Alors nous l'avons commencé sur le principe, puisque je vous disais tout à l'heure, quand on réforme l'école primaire en la concentrant sur les fondamentaux et en introduisant une aide personnalisée 2 heures par semaine de soutien à la lecture pour les enfants qui ont des difficultés, eh bien quelque part on envoie un signal fort pour l'école primaire. On commence à obtenir des résultats intéressants, puisque dans les évaluations de CE1 qui sont intervenues au printemps, nous avions la première cohorte qui avait connu toute la réforme de 2008. Eh bien, on a des résultats en français, dans les acquis en français, qui sont en net progrès par rapport à l'année dernière. Donc, c'est plutôt encourageant. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Luc Châtel, je vous invite maintenant à écouter le coup d'œil de Thomas Cluzel sur la presse. Je pense qu'il vous a trouvé des choses qui vont vous faire réagir. Oui, et pas forcément plaisir d'ailleurs. J'ai choisi ce matin le journal Libération qui, après les procédures lancées donc contre Nicolas Bazir et Thierry Gaubert, titre ce matin la Sarkozy en garde à vue. Alors il y a parfois des soupirs qui en disent beaucoup plus que de longues confidences. Hier, par exemple, ceux d'un proche du chef de l'État, joint par Grégoire Bizot, trahissaient un certain découragement. De toutes les façons, le climat est pourri depuis des semaines, alors un petit peu plus ou un peu moins. Et dégrainé d'une voix lasse, Robert Bourgi, Ziad Takieddine, Alexandre Djouri, sans compter la probable mise en examen donc de Nicolas Bazir, ancien directeur de cabinet de Balladur et ami intime de presque 20 ans du chef de l'État. Alors on se rassure comme on peut. L'important, c'est que Nicolas Sarkozy n'est concerné en rien par cette affaire, poursuit ce proche, et d'ajouter honnêtement, je ne pense pas que les Français soient passionnés par ces histoires. Et pourtant, il y a 2 jours, un dirigeant de l'UMP confessait, lui, que la droite avait beaucoup à perdre, justement, dans ce grand déballage. Cela ne fait pas nos affaires, c'est sûr, d'autant que c'est parti pour durer, car outre l'instruction en cours du juge Van Ruymbeck, donc, sur le financement de la campagne de Balladur, il y a aussi celle de l'affaire Bettencourt et l'enquête préliminaire ouverte à la suite des propos de Robert Bourgi. À chaque fois, l'argent sale des arrière-cuisines de la droite française et jamais très loin, donc, l'ombre de Nicolas Sarkozy. De quoi, en tout cas, polluer cette pré-campagne pour de très longues semaines, d'où l'éditorial de Paul Quignot ce matin. Pour comprendre la tectonique des affaires qui secouent la majorité, avec 2 très proches amis du président dans le viseur de la justice, il faut, dit-il, se souvenir de la guerre sans merci à laquelle s'est livrée la droite au début des années 90. Et cette violence politique entre chiraciens et balladuriens qui remonte aujourd'hui à la surface. Alors, l'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'Élysée a souvent été interprétée comme le signe d'une rupture avec ses années de gros plomb et son sacre comme le début d'une nouvelle ère à droite. Et si son élection n'était en réalité que le prolongement de cette période, avec un Nicolas Sarkozy davantage héritier que successeur, interroge Paul Quignot. À la veille de 2012, l'UMP en tout cas se craquelle, la division menace et surtout les affaires de gros sous prouvent que l'union n'était qu'un pansement mis sur des plaies trop profondes, écrit toujours l'éditorialiste. Et de la même manière donc que la gauche a été finalement emportée par les affaires de la fin des années Mitterrand et privée depuis de victoires présidentielles, eh bien l'actuelle majorité le sera-t-elle aujourd'hui, interroge l'éditorialiste, trop tôt sans doute pour l'assurer. Mais les affaires ressemblent bel et bien après la crise économique à la 2e mâchoire d'un étau dont il sera difficile pour Nicolas Sarkozy de se défaire. Alors on en a déjà parlé avec vous, Luc Châtel, mais à nouveau. Réaction à ce qu'on vient d'entendre et qui est donc ce matin dans Libération, mais bon, qui est dans l'air du temps. Hein. Non, pas de réaction. Moi, je suis d'accord avec, je ne sais pas si c'est un conseiller qui a été interrogé, mais vous voyez, sur le marché de Chaumont, on ne parle pas de ça. Voilà, on parle plutôt des problèmes concrets des Français.
On me parle de la crise, parce que ça inquiète les gens, notamment le problème des déficits. On me parle de la situation de la vie quotidienne des Français. On ne me parle pas de ces questions. Vous pensez que l'ensemble des sondeurs oublient le marché de Chaumont? Parce que les sondages ne sont pas bons aussi, et ils ont l'air quand même de refléter quelque chose qui ne ressemble pas. Je n'ai pas dit que les sondages étaient bons. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui un dirigeant au niveau mondial qui a des bons sondages? Non. Il n'y en a pas. Et dans les crises, des périodes de crise, c'est difficile d'avoir de bons sondages. Voilà. Mais moi, je pense que le moment venu, les Français reconnaîtront l'engagement du président de la République face à la crise, sa capacité à avoir mené le pays dans des moments extrêmement difficiles. À la fois la crise économique, la crise de l'euro, aujourd'hui toutes les problématiques internationales. On voit que la voix de la France est entendue. Mais vous avez vu que, y compris, alors me dire que je refais référence au sondage, mais c'est des enquêtes, on les prend avec recul, mais il y a des chiffres qui sont frappants. Il y a un Ipsos qui va sortir ou qui est sorti. Et François Hollande nettement devant en crédibilité sur le plan économique. Martine Aubry devant le président, bien devant. Je crois que le président est devant Ségolène Royal. Mais donc il a du retard, y compris sur ce pan de son activité que vous mettez en valeur. Oui, enfin, ce qui compte, je vais vous dire, c'est le bulletin dans l'urne. Ça, vous connaissez beaucoup de sondages qui ont donné le gagnant de l'élection présidentielle au mois de septembre. Je n'en connais pas beaucoup. Mais Luc Châtel, peut-être que sur les marchés, on ne s'intéresse pas tant aux affaires, mais on se pose quand même la question suivante. Les partis politiques en France sont financés de manière extraordinaire, je dirais même exceptionnelle, proportionnellement au nombre de voix qu'ils remportent. Est-ce qu'il est encore vraiment nécessaire que les campagnes électorales soient financées par des moyens occultes alors que les moyens légaux sont désormais accessibles et sur la table? Mais non, vous l'avez très bien dit, il y a des lois qui existent et je l'ai dit tout à l'heure, ces faits remontent à 17 ans, c'est-à-dire un autre siècle, une autre époque, et aujourd'hui, le système ça n'existe plus, financement... c'est fini. Écoutez, moi je n'ai pas connaissance de ces faits, voilà. Et je peux vous dire qu'on peut très bien faire de la politique en étant financé dans sa campagne. Vous pouvez vous présenter aux élections demain, vous serez remboursé de vos dépenses de campagne. Et on a un système qui est extrêmement moderne et qui permet à chacun de se présenter aux élections, ce qui n'est pas le cas dans toutes les grandes démocraties. Il y a deux discours actuellement dans la majorité. Je ne dis pas un double discours, hein. Je dis deux discours. Premier discours, le président est candidat. Si je vous demande, d'ailleurs, il n'y a pas de doute pour vous, il sera candidat. Ah, le président n'est pas candidat aujourd'hui, non? Non, mais enfin, il le sera. Ah, moi, je souhaite qu'il soit candidat à son renouvellement. Quand on rencontre, quand on écoute des responsables de la majorité, c'est une affaire qui est classée, le président sera candidat. De notre côté, le président ne s'en occupe pas. À quel moment ces deux discours vont-ils se rejoindre? Non, mais d'abord, comme le président de la République l'a dit aux Français le 1er janvier dernier, comme il nous l'a demandé, nous sommes au travail et l'année 2011 doit être utile jusqu'au bout. Et moi je suis ministre dans un secteur qui est très important pour l'avenir des Français. Donc jusqu'au dernier jour, je serai ministre de l'Éducation nationale. Ensuite, en 2012, viendra un temps différent, il y a un rendez-vous démocratique, mais c'est à lui, s'il souhaite se déclarer, de décider quand il se déclarera. Et c'est une décision très personnelle. Et vous le savez. Vous savez très bien qu'à chaque élection présidentielle, en fonction des circonstances, le candidat décide de se déclarer, d'annoncer sa candidature face aux Français. Mais donc c'est à lui de le décider et à lui seul. Mais en attendant je ne sais pas si cette posture, cette politique, vous choisirez vous-même le mot qui consiste au fond à ne pas avoir l'air de s'occuper des affaires intérieures pour ne s'occuper que des affaires du monde. Est-ce que c'est pas à double tranchant ? D'ailleurs, les sondages n'ont pas l'air de beaucoup bouger. À savoir qu'est-ce qu'on n'a pas un président qui risque d'apparaître décroché? Écoutez, j'ai pas le sentiment que Nicolas Sarkozy ne s'occupe pas des affaires intérieures. Il doit faire 2 déplacements par semaine en France. C'est le président de la République qui aura fait le plus de déplacements de son mandat. Il était vendredi dernier auprès des agriculteurs en Alsace. J'ai encore eu une réunion de travail avec lui sur les questions éducatives il y a quelques jours. Je veux dire, il est totalement impliqué sur les sujets de la vie quotidienne. Simplement, un président de la République, c'est quelqu'un qui doit à la fois gérer le quotidien des Français et leur avenir, mais qui en même temps doit s'exprimer au nom de la France, doit exprimer la voix de la France dans le monde, et il le fait très bien. Mais la stratégie de reconquête que vous lui conseilleriez, vous, parce que vous êtes très proche du président de la République, est-ce que c'est de coller au basque du Front National pour essayer de siphonner ses voix comme il est parvenu à le faire il y a 4 ans, ou au contraire la stratégie de triangulation qui consiste à aller récupérer les voix du centre pour en priver François Hollande? Vous savez, je crois que ce qui est important quand on est candidat à une élection, c'est d'être soi-même. C'est-à-dire de porter un projet,
de bien connaître la situation du pays et les aspirations des Français. Aujourd'hui, le pays a traversé en 4 ans 4 grandes crises internationales. Je pense que Nicolas Sarkozy a vraiment montré qu'il était l'homme de la situation, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'ensemble des dirigeants au niveau international, y compris la presse qui n'est pas toujours, ça ne vous a pas échappé, supportrice systématique de Nicolas Sarkozy. Eh bien, on peut dire que son action a été reconnue dans cette période. Donc je crois qu'il faut rester soi-même. Je pense que ce ne sera pas une élection où on fera des promesses inconsidérées et on sortira les chèques en blanc. Ce sera une élection qui se fera sur le sens de la responsabilité, et je pense que Nicolas Sarkozy est le mieux placé dans cette élection. Enfin, un petit mot. Le principe de la primaire, vous l'avez contesté à l'UMP, voire vous avez tenté de la contrecarrer. Finalement, il semble qu'elle intéresse les Français. Vous avez vu un débat qui n'était pas extrêmement sexy, pour utiliser une formule imagée, et qui a quand même intéressé le public. Est-ce que, bon an, mal an, vous ne serez pas contraint, vous aussi, un jour, d'aller vers ce système à l'UMP? Mais moi, j'ai toujours été pour les primaires. Et d'ailleurs, il me semble qu'en 2005 ou 2006, l'UMP a adopté un principe général de primaire que nous avons mis en œuvre d'ailleurs pour les élections régionales, pour les élections municipales dans les grandes villes. Donc, à partir du moment où nous avons une élection... Mais de primaire élargie comme ça, c'est-à-dire en dehors des militants. Nous verrons les modalités d'application, de mise en œuvre. Simplement, moi je pense que ça fait partie du fonctionnement démocratique moderne que de proposer à des candidats de débattre sur le fond. Donc la primaire avec la candidature Borloo, ça vous plaît ? Non, alors attendez, là, ce que vous évoquez, c'est la primaire, la présélection d'un candidat au sein d'une formation politique, à partir du moment où il n'y a pas de candidat sortant. Ah, quand il y a le sortant, il ne faut pas. Bien sûr, s'il y a un candidat sortant, il est naturellement le candidat de sa famille politique. Et ce n'est pas nouveau. Ça a été le cas sous François Mitterrand, sous Jacques Chirac, même Lionel Jospin quand il était Premier ministre. Mais est-ce qu'il ne faut pas une rupture avec une primaire est-ce qu'il ne faut pas une rupture avec ce système, vous qui venez de la rupture? Je pense que le fait qu'il y ait un rendez-vous démocratique au sein des partis politiques pour choisir le mieux placé pour défendre un projet, c'est une bonne formule, je l'ai toujours défendu. Et donc quand nous aurons à choisir au sein de notre famille politique un candidat, je pense que ce sera une bonne formule, mais ce moment n'est pas venu.